On disait de ce bâtiment qu'il était très laid lors de sa construction en 1829. Aujourd'hui, on crierait au scandale si on envisageait ne serait-ce qu'une seconde de le détruire. Heureusement, l'actualité qui nous pousse à parler de ce monument se situe aux antipodes puisqu'il vient tout juste d'être rénové, n'est-ce pas Magali ? Un château dans la ville qui a trouvé ses lettres de noblesse dans l'imaginaire des Toulousains grâce à un célèbre photographe du XXe siècle. Aujourd'hui, je suis au Château d'Eau, lieu emblématique de la photographie à Toulouse et monument remarquable que j'ai eu la chance de filmer pour Oh là là Toulouse. Il y a quelques mois, il a rouvert ses portes et pour en parler, j'ai proposé à Magali Bléné de m'inviter dans les entrailles de cette pépite architecturale du 19e siècle. Je vous propose d'embarquer avec moi pour ce voyage au royaume de l'eau et de la photographie. Bonjour Magali. Bonjour. Est-ce que tu saurais nous dire combien d'expositions a abrité le Château d'Eau depuis 1974 ? Alors, le Château d'Eau a accueilli 592 expositions depuis 1974 et plus 2 expositions, enfin, il y en a eu d'autres, mais majeures, hors les murs. En 2015 pour les 40 ans du Château d'Eau, aux Jacobins. Et l'année dernière, aux abattoirs, pour les 50 ans du Château d'Eau, une autre exposition avec les collections aussi. Je préfère les noter. Donc, merci Magali Bléné, directrice du Château d'Eau, de me recevoir avec mon petit micro pour ce premier épisode du podcast Oh là là Toulouse, qui est filmé aussi, que vous pouvez retrouver sur YouTube. Alors juste pour que les gens qui nous écoutent visualisent, est-ce que tu peux nous faire une audio description exhaustive de l'endroit où l'on fait cet entretien ? Oui, alors on est au sous-sol du Château d'Eau, de la tour du Château d'Eau, un peu au cœur de ce monument et de ce bâtiment, qui est une ancienne station de relevage des eaux. On est un peu dans la salle des machines du Château d'Eau, dans un endroit tout en briques, puisque le bâtiment il est tout en briques foraines, typiquement toulousain, avec un arc de briques juste au-dessus de nos têtes, et un plancher autour qui ne devait pas y être à l'origine, puisque les tuyauteries passaient par là. Et sous nos pieds, en transparence, justement, on aperçoit ces machines, cette machinerie qui n'est plus utilisée, mais qu'on a valorisée un petit peu avec cet éclairage un peu tamisé qui nous enveloppe là. Voilà, on est au sous-sol de la tour du Château d'Eau. Parfait. Moi, j'aime bien dire on est dans les entrailles du bâtiment. Moi, quand je me trouve ici, quand je viens visiter le Château d'Eau et que je suis dans cette salle, j'ai vraiment l'impression d'être au cœur de quelque chose, au cœur d'un rouage, d'un mécanisme et au cœur d'une galerie, puisqu'on est quand même entouré d'œuvres d'art aussi. Oui, on est un peu dans une friche culturelle du 19e siècle. On est dans un bâtiment industriel, hydraulique, mais qui a été réhabilité et qui a de nouvelles fonctions dédiées à l'art aujourd'hui. Alors, Magali, l'aventure du Château d'Eau commence en 1788 avec le capitoul Charles Lagan qui lègue 50 000 francs or à la ville pour faire, et je le cite, « distribuer des eaux de la Garonne pures, claires et agréables à boire ». Il faut attendre 1829 pour que le réseau d'alimentation de Fontaine devienne opérationnel. Le système est ingénieux. Si vous venez voir le Château d'Eau, vous pouvez encore le deviner. L'eau passe par une galerie filtrante à l'époque de gravier, de cailloux qui sont de plus en plus petits et qui filtrent l'eau et qui sont accumulés sous la prairie des filtres. C'est de là que la prairie des filtres tire son nom. Et une fois filtrée, l'eau, elle rejoint le Château d'Eau. Elle monte tout en haut de la tour grâce à la puissance de pompage fournie par les 2 roues à hop de 6,50 m de diamètre qui sont toujours visibles. Là au sous-sol, on est vraiment entre les 2 roues à hop. Si vous faites le tour, vous les voyez. Donc c'était ce système de pompage qui propulsait l'eau en haut de l'édifice et avec la force de la gravité, l'eau redescendait avec une pression spectaculaire et alimentait en eau potable le réseau de fontaines publiques mis en place à l'époque. Rapidement dépassé, le bâtiment est obsolète et après seulement 41 années d'exploitation, il est désaffecté. On peut d'ailleurs remarquer qu'il a il a officié plus en tant que galerie photo qu'en tant que Château d'Eau. Ça, c'est quand même assez intéressant. Et on est en 1870, il faudra attendre 104 ans pour que sa deuxième vie commence. Magali, on est donc en 1974. Et une petite révolution a lieu dans le monde de la photo, dans l'univers de la photo, à Toulouse, mais aussi au niveau national. Et ça se passe ici même, à l'endroit où on se trouve. Est-ce que tu peux nous raconter cette histoire ? Oui, c'est une révolution qui en fait s'inscrit dans un moment un petit peu de la photographie, puisque on est dans cette
cette période où sont nées les rencontres d'Arles, quelques années avant, dans lesquelles Jean Dieuze était aussi impliqué. Et donc c'est cette dynamique de faire reconnaître la photographie comme une discipline artistique, dire qu'il y a des auteurs, des artistes-auteurs, et lui donner ses lettres de noblesse au même titre que la peinture, la sculpture, d'autres disciplines artistiques. Et Jean Dieuze, dans cette dynamique-là, il se dit qu'il faut qu'il y ait un lieu d'exposition de la photographie avec une monstration, un protocole de monstration sous cadre, des passe-partout, voilà, quelque chose qui montre aux gens qu'ils voient de l'art, en fait. Et il arrive à convaincre voilà, les conseillers municipaux et la municipalité de Baudis. Il déniche ce château d'eau. Initialement, il avait pour projet de faire une salle de la photo au musée des Augustins. Et en attendant que ça puisse se faire, peut-être qu'il y avait déjà des travaux aux Augustins, je ne sais pas. Il négocie voilà, ce château d'eau qu'il déniche lui. Il voit qu'il est désaffecté. Il y avait même un projet peut-être de destruction de ce bâtiment qui n'était plus utilisé, effectivement. Et il y installe une première galerie, donc une première institution publique dédiée à la photographie d'auteur. Il y avait un musée de la photo qui se créait au musée Niepce, à Chalon-sur-Saône, mais qui était vraiment sur les techniques, sur les appareils, sur l'histoire, sur quelque chose de très... sur le médium photographique, et pas sur cette question de la photographie comme comme une œuvre d'art, on va dire. Et voilà, c'est ce que Dieuze initie ici avec une exposition consacrée à Doisneau, en avril 1974. Et ce que surtout Dieuze fait, qui est un peu révolutionnaire à l'époque, c'est qu'il paye les artistes en droit d'auteur. C'est-à-dire que pour leurs expositions, ils sont payés. Et ça, en fait, ça va mettre... enfin, encore aujourd'hui, c'est parfois pas acquis. Donc c'est très fort ce qu'il fait à ce moment-là. Donc c'est vraiment une petite révolution. Et est-ce qu'on peut dire que la galerie du Château d'Eau, qui maintenant s'appelle juste le Château d'Eau, si je ne dis pas de bêtises, est le premier lieu dédié à l'exposition photographique à 100% en France? Oui, c'est le premier lieu public, on va dire. C'est peut-être le premier dans le sens où il y a une galerie privée qui ouvre juste après en 1975, la galerie Agathe Gaillard à Paris. Mais oui, c'est surtout la première institution publique dédiée à la photographie d'auteur. Ouais. Ok. Pourquoi c'est important qu'un lieu comme ça existe ? C'est important parce que, surtout, peut-être à l'époque encore plus, parce que ça rentre dans ce moment de reconnaissance, de faire voir la photographie comme un regard en fait que des artistes portent sur le monde, et pas juste la photo, c'est longtemps la preuve, c'est longtemps quelque chose qui montre la réalité, alors que y a un cadre, il y a un regard, il y a des choses qui peuvent être reprises sur une photographie, c'est pas objectif, en tout cas contrairement à ce qu'on imagine souvent. Donc c'est à ce moment-là, ça compte aussi pour ça, et puis pour faire reconnaître les artistes. Et encore aujourd'hui, c'est un lieu pour montrer la création qui existe actuellement. La photographie, elle est en pleine évolution, mais elle continue à produire des choses incroyables, et c'est bien de pouvoir avoir un lieu qui se dédie à les montrer. Avec Olala Toulouse, j'ai souvent l'occasion de me plonger dans les archives photographiques de la ville. C'est un peu mon petit plaisir. On a la chance d'avoir des fonds illustrés assez étoffés à Toulouse, avec notamment de nombreuses photos de la deuxième moitié du 19e siècle et du début du 20e siècle, qui font mon régal, vraiment, je les utilise souvent. L'une des premières photos de Toulouse que l'on a conservées, on la doit à Antoine Bianchi, fils, parce qu'il y avait Antoine Bianchi père et Antoine Bianchi fils, et c'est une photo qui a été prise en 1839 depuis le sommet du clocher des Jacobins, avec une vue plongeante sur le Capitole et l'est de la ville. C'est pas la première parce qu'il en a fait plusieurs, c'est un opticien, si je me trompe pas, Antoine Bianchi. Magali, est-ce que tu saurais nous parler des débuts de la photographie à Toulouse ? Oui, alors en fait, je ne suis pas du tout une spécialiste ni de cette époque, ni historienne de la photographie, mais ce qui est notable et qui est intéressant à constater, c'est que Toulouse a une histoire ancienne avec l'image et avec la photographie. Antoine Bianchi, dont tu parlais, effectivement, en 1839, un mois après la création du daguerréotype, et il présente à Toulouse, et c'est la première ville de France après Paris. Paris est la capitale incontestable de la photographie, mais ceci dit, la deuxième ville en France à présenter le daguerréotype avec ce monsieur Bianchi, c'est Toulouse. C'est quand même pas rien, je veux dire, il y a une appétence, il y a quelque chose qui se passe, quoi.
Il se trouve qu'il était opticien et qu'il était voisin, entre guillemets, de l'opticien à qui Daguerre avait commandé ses optiques pour son daguerréotype. Mais c'est sans doute pour ça que ça arrive. Mais voilà. Et puis par la suite, on voit qu'à Toulouse, il y a une société de la photographie qui se crée toulousaine en 1875. Et puis surtout avec Trutat, Fabre, Charles Fabre, le premier enseignement supérieur de la photographie qui se crée à la fin en France, qui est créé donc à Toulouse aussi, fin du 19e, et le premier cours public de photographie qui est donné par Trutat au Muséum, pareil en 1898, et des choses qui montrent quelque chose qui se passe qui est pas, Toulouse avec la photographie a un lien assez fort et surtout qui remonte à longtemps. Ça ne naît pas avec Dieu Z au XXe siècle ou avec le château d'eau. Ça arrive pas par hasard en fait, le château d'eau à Toulouse aussi, puisqu'il y a déjà une longue histoire et un long attachement, ou un long lien entre les deux, voilà. Et c'est un peu grâce à ça, on peut dire qu'on a la chance d'avoir des témoignages assez incroyables de cette époque. Je ne sais pas comment sont les fonds des autres villes, mais moi je me surprends de voir toutes les images qu'on peut retrourer de bâtiments, d'événements aussi. Je pense à la grande crue de 1875. J'allais en parler, j'allais dire, on a quand même un reportage de Trutat de la crue de 1875. C'est incroyable, vraiment. Je vous invite à aller voir le fonds Trutat, qui est conservé en partie au Muséum d'Histoire Naturelle et aussi aux archives municipales. Et tu m'as dit tout à l'heure, Magali... À la BEP, Bibliothèque d'études du patrimoine. Voilà, et que vous retrouvez aussi sur Wikicommons en cherchant sur Internet Eugène Trutat, magnifique photo de Toulouse. Magali, toi tu es arrivée à la tête du Château d'Eau, si je ne dis pas de bêtises, en 2020. Comment on devient directrice de la plus ancienne ou de l'une des plus anciennes galeries photo municipales de France? Est-ce que tu me racontes un petit peu ton parcours? Oui, alors je ne sais pas s'il y a une méthode pour devenir responsable ou directrice du Château d'Eau. Moi, c'est des hasards aussi un petit peu. Mon parcours au départ, j'ai fait des études en sciences humaines, pas forcément en histoire de l'art. Il se trouve qu'ensuite, j'ai bifurqué, je suis allée travailler dans le secteur culturel. Et à la mairie de Toulouse, j'ai été en charge de la mission photographique. Donc je travaillais avec les festivals toulousains, avec le Château d'Eau, mais extérieurement. C'était pas en régie municipale à l'époque. Et puis, il y a eu un changement de gestion du Château d'Eau qui a été décidé fin 2018, mis en place plus ou moins sur toute l'année 2019. En tout cas, voilà. Et en tout cas, en 2020, il était effectif, janvier 2020. Et puis, le directeur est parti à la retraite et on m'a appelé pour faire l'intérim en janvier 2020. Voilà. Puis, il y a eu une année avec un Covid, la fermeture du lieu, comme tous les autres lieux en France, d'exposition. Et puis, le poste a été ouvert ensuite à la fin 2020. Et ça faisait déjà 9 ou 10 mois que j'étais là, qu'on avait quand même traversé... le Covid, la municipalisation, plein de choses avec l'équipe et j'avais envie de rester. Donc voilà, c'est comme ça que je suis devenue responsable du Château d'Eau. Okay. C'est un chouette parcours. Tu es photographe un petit peu toi, Magali? Pas personnellement? Non, j'ai de la famille qui fait de la photo, mais moi, je fais pas de photo, mais c'est pas grave. Il y a plein de gens qui travaillent sur la photo, qui font plein de choses dans la photo et qui sont pas eux-mêmes photographes. Les cordonniers sont les plus mal chaussés, c'est vrai. C'est ça. En 2024, la galerie ferme pour se refaire une beauté. Pour les Toulousains et les Toulousaines qui n'ont pas encore eu le plaisir de venir redécouvrir le lieu, est-ce que tu peux nous raconter qu'est-ce qui a changé? Alors peut-être que ce qui marque le plus quand on arrive au Château d'Eau, c'est que l'entrée, elle est plus là où elle était depuis 50 ans, donc c'est quand même notable. C'est-à-dire qu'on arrivait devant le Château d'Eau, on rentrait devant la tour, et en fait aujourd'hui on rentre par derrière cette tour, à travers une petite annexe qui est dans le jardin, un pavillon de jardin. Et donc voilà, on a déplacé l'entrée parce qu'en fait, on a mis la billetterie et la boutique, les services d'accueil comme ça du public, au même endroit dans ce petit pavillon de jardin que les gens voyaient pas, comprenaient pas trop ce que c'était. On y avait des bureaux. Et ça permet, en fait, en arrivant, de mieux découvrir le site. En fait, on arrive, on comprend qu'il y a un parc qui était derrière un petit peu caché. On voit l'ensemble des bâtiments. Et puis, ça nous a permis de mettre en place un parcours de visite un peu plus fluide, peut-être. Une fois qu'on est arrivé là, on va dans la tour, qui n'est dédiée du coup qu'à l'exposition. On a, dans cette tour, ouvert un nouvel espace de visite qui est
pas très grand, mais qui quand même change la découverte de la tour, puisque c'est le rond central qui est, quand on arrive au rez-de-chaussée, où on voit partir l'escalier hélicoïdal là, en colimaçon qui monte jusqu'en haut de la tour. Et on voit aussi des petits bouts de tuyauterie. Enfin, on comprend un petit peu mieux dès qu'on arrive dans le château d'eau, peut-être dans quoi on est, même si c'est que pour deviner. Hein. On a mis en place une borne aussi interactive multimédia qui permet d'avoir une histoire du château d'eau, à la fois du 19e, puis en tant que galerie photo. Voilà, on a essayé de valoriser aussi le bâtiment. Après, les travaux, ils sont continués dans la galerie 2, donc c'est la deuxième partie qui est sous le Courdillon et sous le Pont-Neuf, qui a une extension qui date de la fin des années 80, mais que du coup on a réaménagé puisque la boutique n'y est plus. Donc plus d'espace et plus de modularité pour les expositions. Et puis, ça se voit pas pour le public. Mais en réalité, on a débouché une arche sous le Pont-Neuf où on a mis nos locaux, nos bureaux qui étaient avant donc dans le pavillon de jardin. Voilà, donc c'est pas forcément, tout n'est pas visible pour le public. Mais pour nous, on a rendu le lieu peut-être plus efficace et pour nous aussi plus facile à utiliser. Et puis après, on a traité l'accessibilité. Indispensable aujourd'hui, le sous-sol où on se trouve maintenant est accessible pour les personnes à mobilité réduite. C'était pas le cas jusqu'à il y a 1 an et demi, donc c'est quand même très heureux. Et puis on a traité aussi le lieu pour la conservation, la menstruation, le traitement d'air, tout ça parce que ça nous permet d'avoir des prêts qu'on pouvait peut-être pas avoir avant. Voilà. Dans un lieu dédié à l'eau, exposer de la photo, c'était un peu une gageure au départ. On voit pas tout ça en tant que public, on se rend pas compte de tous les enjeux qu'il peut y avoir. Et c'est vrai qu'on peut se dire, qu'est-ce qui a changé? On pense tout de suite aux collections, aux expositions, à la visite. Mais c'est vrai que vous êtes dans un monument historique, il faut le conserver, il faut allier ça avec l'accessibilité, il faut allier ça avec les enjeux aussi de conservation. Donc c'est tout le travail que vous faites en coulisses. C'est ça. Et en plus, qui débouche une arche du Pont-Neuf pour mettre ses bureaux, c'est quand même la classe. C'est ça. On a eu un petit moment de stress quand même quand on l'a fait parce que on s'est dit que ça aurait été dommage de défendrer le pont à l'occasion de l'ouverture, mais ça aurait pas été une super publicité, mais tout s'est bien passé. On est très heureux. Magali, qu'est-ce que peu de gens savent sur ce lieu? Alors, je ne sais pas si peu de gens le savent, mais c'est vrai que tout le monde ne le sait pas. On a une bibliothèque incroyable dédiée aux livres photos, qui est un des fonds les plus riches en France sur le livre photo. Sous une arche? Alors, elle aussi, voilà, sous une arche sèche du Pont-Neuf, tout à fait. Et c'est vraiment un lieu, en plus, c'est une bibliothèque assez unique en son genre en France, parce qu'il y a d'autres lieux, et même des fonds plus importants, mais c'est très rare, ou même ça n'arrive pas, qu'il y ait cet accès direct au livre. C'est-à-dire que vous pouvez aller dans les rayonnages, vous servir, regarder. Il n'y a pas d'emprunt, mais la consultation sur place est dans une bibliothèque en fait municipale, accessible, voilà, sans inscription ni rien. Et ça rend ce lieu assez unique. Après, il y a peut-être une autre chose qu'on peut pas voir, mais en fait, l'alimentation pour faire tourner les roues à Aube ici, elle partait ensuite elle s'évacuait en fait plutôt du côté du Théâtre Garonne. D'accord. Et donc en fait, ce lien entre les deux via des tunnels sous terre existe toujours. D'accord, ça on pourrait explorer les... Ça ne faut pas me le dire à moi, ça. Prévoir un deuxième tournage au Château d'Eau. Pour la réouverture, vous avez invité l'artiste photographe française Sophie Zénon à investir ces murs fraîchement restaurés. Magali, est-ce que tu peux nous présenter un petit peu cette exposition Humus du Monde et nous expliquer pourquoi vous avez fait ce choix? Oui, alors Sophie Zénon, avec cette exposition qui a un titre très organique, on présente 30 ans de création. Donc on traverse quand même tout son travail, du début à la fin, entre guillemets. C'est pas une rétrospective, c'est pas exhaustif, mais quand même on traverse une longue période de travail. Moi, ce qui m'intéressait, c'est que Sophie, elle a une façon de présenter, de travailler. Par exemple, elle étudie des paysages et elle les restitue, on les traverse comme une expérience. Et moi, j'avais envie, en ouvrant le Château d'Eau, qu'elle nous fasse sentir le lieu, parce que c'est un lieu quand même très particulier, et qu'elle nous fasse visiter le Château d'Eau comme une expérience. Et je trouve qu'on y arrive assez bien, notamment parce que avec Sophie, on a pu inviter des œuvres d'autres musées, des Augustins, de musées toulousains.
les abattoirs, etc. Et je trouve que moi, ça m'intéressait. Elle a une démarche plastique, photographique et plastique. Et on a réussi à mettre en espace quelque chose... elle fait vibrer le château d'eau, je trouve, avec son travail. Après, le travail de Sophie, elle est historienne de formation et anthropologue, donc elle travaille vraiment la mémoire, en fait, soit des paysages, soit familiale, à un moment donné, dans une autre partie de son travail. Elle travaille aussi sur notre rapport... à la mort, aux représentations. Et c'est tout ça qu'elle met en scène au Château d'Eau. Voilà. Moi, j'ai un souvenir particulier qui se trouve dans l'espace, justement, où on fait cet entretien. Et juste derrière nous, si vous nous regardez sur la version filmée, il y a une représentation, je pense, une évocation de la mort. Il y a une photo où il y a une superposition entre un squelette et une photo de personne et un portrait. Et quand on arrive dans cet espace, mais à l'opposé, c'est-à-dire on rentre dans le noyau du bâtiment, dans ce couloir, on a une perspective qui s'ouvre au loin sur ce squelette. Et quand j'étais venu tourner pour montrer les coulisses, je me souviens que c'était l'accrochage. Et j'ai assisté à l'accrochage de ce tableau. Et je l'ai vu se dresser devant moi comme ça. Et je pense que tu as bien dit, elle a vraiment investi, elle a transformé un petit peu les lieux, elle a changé la perspective. Ça marche, en tout cas l'effet a marché sur moi, j'ai été scotché. Cette photographie, en fait, là qu'on voit, effectivement, en fait, c'est une photographie qui est faite en longue pose d'une momie qui est au couvent des Capucins à Palerme. Et en fait, en bougeant, elle, pendant sa pose, elle lui donne vie, en fait, là. Et oui, c'est une momie, en fait, effectivement. C'est un peu, un peu spectaculaire, on va dire. Et c'est mis en regard avec des tableaux des Augustins, qui sont des vanités, des natures mortes. Ici, au sous-sol, elle a un peu tissé une métaphore du cycle de vie et de mort avec cet espace circulaire du château d'eau. Et au sous-sol, on est plutôt dans ce moment de mort, mais aussi de renaissance, parce qu'on est avec de l'eau et qu'en fait, elle considère qu'on est dans un endroit où on peut renaître. On avait dit que c'était un temple de la photographie et de l'eau. Voilà. Magali, je continue avec une série que j'inaugure. Donc c'est la première fois que je le fais. Je pense que ça sera gardé pour les prochaines. Je l'ai appelé Dur comme brique. Voilà, Dur comme brique, où c'est une série de questions-réponses rapides, que j'ai rien inventé, c'est assez classique. Est-ce que tu es prête ? Allez, c'est parti. Ouais. Pardon, désolé. C'est qui ton artiste photographe préféré ? C'est impossible de répondre à cette question. Il y en a plein. Disons que j'aime beaucoup la photographe mexicaine Graciela Iturbide. Ok, on prend. Est-ce qu'un jour on pourra ouvrir l'accès en haut de la tour au public, la tour du château d'eau ? Jamais. Non, c'est pas vrai. Oui, on l'ouvre. On l'a ouvert déjà exceptionnellement juste avant la fermeture. Voilà, pour se dire allez. Et on va aux Journées du patrimoine faire des petites visites. Alors du coup, c'est des visites qui peuvent pas se faire à plus de 5, 6 parce que l'espace le permet pas. Donc il y en aura, mais voilà, c'est un peu compté sur les doigts de la main, quoi. Ok, on n'aura pas un ascenseur qui montera avec des groupes de 20 personnes, quoi. Eh non, ça... Bon, ça marche. Il faudrait détruire l'escalier. C'est compliqué. Quelle est la plus belle vue de la ville, sur la ville, selon toi ? En haut de la tour du château d'eau. Oui, voilà. Je sais pas, je crois que j'aime beaucoup la vue depuis Pêche David. J'apprécie en fait d'être dehors, à l'extérieur, comme dans un parc, entre guillemets. Et puis cette vue, et peut-être... j'aime bien maintenant, quand j'ai des amis qui viennent, je leur fais prendre le téléphérique. Ouais. Et je trouve qu'il y a quand même quelque chose d'assez incroyable. Ok, les vues en hauteur. Donc ouais. Surplomber la ville. Ton monument toulousain préféré, c'est lequel ? Pareil, c'est difficile. Je crois que j'aime beaucoup le palmier au Jacobin. Il est facile à aimer celui-là. Moi, je l'aime beaucoup aussi. Désolée. L'artiste que tu rêverais d'avoir en expo un jour, vivant ou mort, hein. C'est difficile parce qu'au Château d'Eau, on a déjà quand même invité beaucoup de monde. Et s'ils sont vivants, on ne s'interdit pas de les inviter. Si tout était possible, j'aurais bien invité Dora Maar. Et sinon, peut-être plus récemment, il vient de partir et c'est quand même un monument de la photographie. En tout cas, c'était Martine Parr. Il paraît que tu as l'un des plus beaux bureaux de Toulouse. Tu nous en parles ? Ah oui, oui, il est en fait 2 étages au-dessus de nos têtes. Je suis entre guillemets dans le rond central, mais au premier étage de la tour, avec effectivement
une jolie vue à 360 sur Saint-Cyprien, sur l'Hôtel-Dieu, sur le Pont-Neuf. Et une sortie avec un accès direct sur le Cours-Dillon, c'est sympa, ouais. Pour aller prendre le bus. Pour aller prendre le bus, par exemple. Dans l'œil du photographe, la brique toulousaine, elle est de quelle couleur ? Je suis pas photographe, mais moi je dirais qu'elle est orange, la brique rose. Et il y aurait quelque chose à faire là-dessus d'ailleurs, sûrement. Regarder ces briques et voir comment quel prisme de couleurs on peut avoir dessus. Il y a un sujet d'expo là, je parle à tous les photographes de Toulouse. Je pense qu'il y a un truc à jouer. Un ou une artiste photo toulousaine sous-cotée qui mériterait un bon coup de projecteur selon toi ? Sous-côté, c'est pas un terme super valorisant. On va refaire la question. Non, mais c'est pour dire peut-être pas assez connu. Enfin, en tout cas, pas assez connu, mais encore méconnu. Et moi, dans ce cas-là, je parlerai de 2 artistes avec qui on a travaillé, à qui on a passé une commande pour couvrir le chantier du Château d'Eau. Et il va y avoir une expo à Saint-Cyp sur ce chantier. C'est Mathis Benesteb et Caroline Andrivon, qui sont des artistes. Ils sont sortis de l'ETPA, de l'école de photo de Toulouse. Ils sont hyper forts, hyper doués. Ils ont fait un reportage ici très complémentaire, hyper sensible, avec un traitement de couleur qui est vraiment intéressant. Voilà, Caroline Andrivon et Mathis Benesteb. Ok, des artistes à suivre de près à Toulouse. Et la dernière question, ton œuvre préférée de l'expo Humus du Monde de Sophie Zénon ? Mon œuvre préférée, je crois que j'aime beaucoup les photogrammes. Donc dans la série L'herbe aux yeux bleus. Et je les aime tous, alors je sais pas s'il y en a un que je préfère, mais voilà, j'aime beaucoup cette série. Dans quel espace on les retrouve pour les personnes qui seraient au rez-de-chaussée, à l'entrée de l'expo. On commence l'expo par cette série-là. Ok, super. Merci Magali Bédé de nous avoir embarqués pour ce voyage au cœur du plus beau château du quartier Saint-Cyprien. Ne manquez pas de venir découvrir l'exposition Humus du Monde de Sophie Zénon, c'est jusqu'au 8 mars. Si ce premier épisode vous a plu, j'en suis ravi. Envie de donner un petit coup de pouce, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles et à vous abonner. Et pourquoi pas, soyons fous à en parler autour de vous. C'est tout pour moi, au plaisir de vous retrouver avec un nouvel invité au micro de Oh là là Toulouse. Et c'est bon. Parfait. Très bien.